Bonjour à toutes et à toutes, ravi de vous accueillir dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité au sein du magazine Enquête de Sens. Alors demain, c'est la journée internationale pour l'élimination de la discrimination raciale, 21 mars, une journée très importante. Il nous paraissait intéressant de partir de cette actualité tragique qu'est la guerre en Ukraine pour redessiner les contours de notre accueil en Europe. D'aucuns disent que cet accueil est à deux poids deux mesures par rapport à ce que nous avons connu en 2015 et aujourd'hui avec les Ukrainiens. Je suis ravie d'en parler aujourd'hui avec deux invités qui savent de quoi ils vont discourir. Marco Martiniello, bonjour Marco. Bonjour. Vous êtes directeur du Centre d'études et de l'ethnicité et des migrations, le CEDEM. Et Mehdi Kassou, bonjour Mehdi. Bonjour. Vous êtes fondateur de la SBL, plateforme citoyenne Bell Refugees. Alors je vais commencer avec vous Mehdi. Comment ça se passe aujourd'hui? Voilà, nous sommes le 20 mars. Comment se passe l'accueil des Ukrainiens? Est-ce que c'est aussi formidable que l'on pense? En tout cas, évidemment, il ne faut pas atténuer l'effort et la noblesse du geste, mais comment ça se passe concrètement sur le terrain à Bruxelles? Ce qui est formidable, c'est en tout cas l'alignement et les volontés politiques qu'on retrouve à tous les étages. Et donc tout le monde semble s'entendre sur la nécessité de bien accueillir les réfugiés en Belgique. Mais par contre, ça reste encore assez chaotique, un chaos qui est en train de s'organiser, mais qui pose encore de nombreuses questions, évidemment, en termes d'accueil, en termes d'information, en termes d'hébergement, de logement derrière. Et puis toutes ces plateformes et tout ce qui a été lancé finalement après ces annonces faites dans la presse, entre autres, par le secrétaire d'État à l'asile et à la migration sur l'accueil des communes, l'accueil des citoyens, etc., qui nécessite au fait une opérationnalisation qui dépasse l'entendement. Donc pour l'instant, un peu comme on l'a vu la semaine dernière sur toutes les télévisions, de longues files, beaucoup de questions. Les procédures sont longues, pas tout le temps clair. Et puis ensuite, l'articulation avec les communes, les lieux d'accueil, d'hébergement doivent encore s'organiser. Donc on est sur une volonté, mais je dirais qu'au-delà de la volonté, il y a maintenant l'organisation et c'est là que les choses bloquent un peu. Oui. On a combien les chiffres? Vous avez pu dénombrer. Donc combien sont arrivés et combien sont enregistrés? Alors les derniers chiffres qu'on a eus, c'était autour de 10 000 personnes qui auraient été enregistrées. Alors on ne sait pas encore si elles ont été screenées dans le premier dispositif ou si elles ont été réellement enregistrées dans le dispositif au ESL. Donc les chiffres ne sont pas encore tout à fait fiables à ce stade, mais on doit parler de 10-12 000 personnes pour l'instant. On en attend combien, vous savez? Ça dépend. Donc selon les chiffres de l'OIM, aujourd'hui on est déjà un peu plus de 2,5 millions de déplacés ukrainiens. Donc selon la clé de répartition qu'on connaît, on devrait déjà devoir accueillir environ 60 000 Ukrainiens, Ukrainiennes. Si ce chiffre monte à 4 millions, tel que c'est prévu par l'OIM, on serait autour de 100 à 120 000 personnes. Et si on atteint les chiffres les plus importants qui ont été estimés par l'OIM, qui en sont de 7-8 millions, là on pourrait atteindre jusqu'à 200 000 personnes en Belgique. Et ça, je dirais, c'est dans la première phase, parce que on le sait, dans la grande majorité des cas, en fait, dans tous les conflits connus, 80 à 90% des gens se déplacent à l'intérieur du pays vers les frontières ou dans les pays voisins et ils restent avec l'objectif de pouvoir retourner dans leur pays. Sauf qu'ici, on a des pays voisins qui, socialement, économiquement, ne seront peut-être pas en mesure d'accueillir ces millions d'Ukrainiens. Et donc, ils seront sur l'espace Schengen, ils pourront encore se déplacer à l'avenir. Et il n'est pas impossible que plus tard, la France, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, en tout cas les pays les plus attractifs en Europe ne voient pas arriver de nouveaux réfugiés ou ayant déjà obtenu un statut de protection, mais en tout cas des personnes supplémentaires qui viendraient s'ajouter à celles déjà arrivées. Alors vous le dites, il faut s'organiser, il faut que tout ça se mette en place évidemment, mais quelle est la différence majeure par rapport à 2015, par rapport à l'afflux d'autres migrations, d'autres migrants comme les Afghans, les Syriens, les Yéménites, que sais-je, tous? Quelle est aujourd'hui la difficulté des Ukrainiens ou la facilité des Ukrainiens par rapport aux autres réfugiés? Alors d'abord, la situation rencontrée par les Syriens à l'époque, comme ça nous permet aussi de mettre en perspective les choses. Pour l'année 2015, et je parle sous contrôle de monsieur, on parlait de 60 000 demandeurs d'asile. Donc ça nous donne l'idée de la taille de la crise à laquelle on va peut-être être confronté. Alors la différence majeure, c'est qu'il n'y avait pas à l'époque cette volonté politique, que ce soit à l'échelle européenne ou que ce soit à l'échelle nationale. Pour la Belgique seule, ce qu'on pouvait dire, c'est que là où aujourd'hui les trains sont par exemple financés pour que
que les personnes puissent venir de Pologne jusqu'en Belgique. En 2015, les réfugiés syriens, irakiens, afghans qui arrivaient avaient dû faire appel à des passeurs, avaient traversé des forêts dans des conditions dramatiques, avaient marché pendant plusieurs semaines. Les conditions étaient absolument dramatiques et rien n'était fait pour favoriser le déplacement de ces personnes par des voies sûres et légales. Ensuite, il y avait l'accueil, l'enregistrement. L'Office des étrangers à l'époque avait une capacité d'environ 200 personnes par jour qui a été diminuée au début de la crise. C'est ça qui a généré au fait la naissance du parc Maximilien. Et puis ils ont même fini par descendre environ 60 parce que les conditions de travail n'étaient pas rassemblées et elles ne l'étaient effectivement pas. Donc il ne s'agit pas de tirer sur les travailleurs qui ont demandé qu'on respecte leurs conditions de travail. Les conditions ne permettaient pas de gérer la quantité de demandes qui arrivaient. Mais alors ce qu'il faut aussi dire, et surtout, c'est que cette situation, elle a perduré depuis 2015 et elle perdure encore aujourd'hui pour d'autres réfugiés. Donc, il y a quelques jours, on était encore avec vos confrères et consoeurs d'autres médias devant le petit château pour montrer cette situation. Des centaines de personnes dorment encore tous les jours devant l'Office des étrangers, n'ont pas la possibilité d'introduire leur demande d'asile, n'ont pas les protections qui sont garanties par le pays. Et si on devait se dire, il y a une situation de crise qui explique potentiellement la chose, non, c'est une crise qui était connue, qui a été annoncée par les organisations il y a plus d'un an. On est arrivé à son apogée en novembre de l'année dernière par un mouvement de grève finalement des travailleurs de fait d'asile. Le fait d'asile et l'État ont été condamnés à 5 000 € d'astreinte par jour en espérant que ça les invite à offrir la protection à ces personnes. Mais ça n'a pas été le cas. Et donc cette crise est là, est connue. On voit juste qu'aujourd'hui, dans la pratique, malheureusement, il y a une espèce de double traitement ou de mobilisation qui favoriserait la prise en charge des uns quand elle continuerait à négliger la prise en charge des autres. Que disent les réfugiés qui sont en attente depuis un an et qui font le pied de grue devant le petit château, comme vous dites? Écoutez, il y a beaucoup de frustration et puis des annonces qui parfois génèrent des tensions. On a assisté typiquement la semaine dernière à une malheureuse annonce disant que les bureaux de l'Office des étrangers dans le petit château n'étaient plus en mesure d'accueillir aussi bien que la semaine précédente, à des gens qui attendaient déjà depuis une semaine ou deux. Et donc l'annonce disant on va passer de 110 enregistrements au petit château à 40, a créé un mouvement de foule, des bousculades, des malaises, etc. Donc évidemment que c'est extrêmement frustrant. Et j'ajouterai à ça qu'aujourd'hui viennent s'ajouter à toutes ces personnes devant le petit château des personnes qui vivaient en Ukraine, qui avaient un titre de séjour en Ukraine, mais qui auraient malheureusement la caractéristique d'être étrangers, Congolais, Tunisiens, Marocains. Les mêmes droits et qui n'ont pas du tout les mêmes droits que les autres Ukrainiens. Ils fuient les mêmes balles russes. Exactement, ils fuient les mêmes balles russes, sauf qu'ils ont une caractéristique différente par rapport aux autres, c'est qu'ils vivent en Ukraine avec un titre de séjour en ordre, mais qu'ils sont étrangers. Et à ces personnes, on leur demande d'aller rejoindre la très très longue file de demandeurs d'asile qui attendent déjà depuis de nombreuses semaines, voire mois, pour obtenir une possibilité de demander l'asile. Donc c'est un traitement qui est questionnable, qu'on questionne déjà. Donc peut-être que les choses vont évoluer. On sait que l'Allemagne, les Pays-Bas ont pris une posture différente et ont décidé de leur offrir la protection. La directive européenne le permet, elle le dit très clairement, les États peuvent créer des statuts adéquats au sein de leur pays. La Belgique, en tout cas pour l'instant, a décidé de ne pas le faire. On espère que ça va changer parce que dans la pratique, ça donne lieu, dans les images, dans ce qu'on voit, ce dont on est témoin, malheureusement, à des scènes qu'on pense d'une autre époque. Une file à gauche avec les bons Ukrainiens qui, eux, auront droit à une protection matérielle et un logement assez rapidement. Et puis une file de mauvais Ukrainiens qui, eux, pour une certaine condition, une certaine partie de leur identité, n'obtiennent pas cette protection. Donc c'est assez dramatique et surtout assez choquant à voir et à réaliser en Belgique. Oui. Marco Martiniello, je n'irai pas par quatre chemins. Est-ce que nous sommes racistes? Quand je dis nous, est-ce que les États européens, est-ce que la Belgique est raciste? Je ne parle pas des citoyens qui sont dans l'accueil et beaucoup indifféremment. Où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a du bon réfugié et du mauvais réfugié? Et peut-être prendre aussi un vocabulaire différent, parce qu'on parle parfois d'exilés ou de réfugiés. Moi, je préfère parler d'exilés. Je pense que quand on est sous les bombes, quand on est sous les balles, quel que soit l'agresseur, quel que soit l'endroit où on est, je pense que les valeurs européennes dont on nous bassine depuis longtemps nous amèneraient en principe à devoir apporter le même type de protection à tout le monde. Or, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Alors, est-ce que nos sociétés sont racistes? Le racisme est une composante structurelle des sociétés occidentales et d'autres sociétés aussi. On vient de parler de l'accueil.
mais en fait, il y a déjà un tri qui est fait au départ de l'Ukraine. Donc, pendant que nous parlons aujourd'hui, il y a encore des Soudanais qui sont renvoyés comme des balles de ping-pong entre la Pologne et la Biélorussie. Donc, ils n'ont absolument accès à rien et aux canaux de voyage. Ils ne sont pas... Même s'ils présentent leur papier... Non, ils sont renvoyés, on ne les laisse pas passer. Pas dans le train, quoi. On ne les laisse pas passer. Alors, même au départ de l'Ukraine, pour les Ukrainiens blancs, en fait, il y a une certaine organisation des trains, etc. Les étudiants étrangers, notamment, doivent se débrouiller seuls. Donc, ils peuvent partir, mais ils doivent se débrouiller seuls. Donc, il y a, on peut appeler ça comme on veut, il y a une discrimination raciale au départ et aussi à l'arrivée. C'est ce que Mehdi Kassou disait. Ces fils qui sont de couleurs différentes sont une expression forte d'un racisme, de discrimination raciale qui existe dans la politique d'asile en Belgique et dans d'autres pays européens depuis longtemps. Maintenant, le moment dans lequel nous sommes, et il ne faut pas cracher dans la soupe, je trouve que c'est extraordinaire que la directive ait été activée, elle existe depuis 20 ans, nous sommes peut-être à un tournant. Est-ce que l'Europe va saisir cette opportunité pour réellement concrétiser ses valeurs démocratiques et venir en aide et en soutien à toutes les personnes exilées ou pas? C'est une des questions importantes de l'avenir. Donc, autant ce que vous vous posez comme question, est-ce que les politiques migratoires vont évoluer pour tous, pour tout réfugié exilé, comme vous le dites, ou pas? Ou est-ce que justement, dans 6 mois, 1 an, on va limiter et les discours de on ne peut pas accueillir tout le monde vont perdurer, vous pensez? On est sur une ligne entre deux. Alors, je n'ai pas de boule de cristal, évidemment, mais en tout cas, il y a une fenêtre d'opportunité que nous devons saisir si nous voulons réellement donner corps aux valeurs européennes qui existent dans les traités et dans les documents. Parce qu'une personne exilée est une personne exilée. Quelle que soit sa couleur de peau et sa religion, nous devons apporter le même type de soutien et de protection si nous voulons respecter nos valeurs européennes. Pourquoi ce racisme, Marco Martignolo? Structurellement, vous le disiez, historiquement, nous sommes tous des peuples de migration de par le monde. Pourquoi est-ce qu'on n'est plus enclin à accueillir un Ukrainien parce qu'il est blanc qu'un Syrien ou qu'un Yéménite parce qu'il n'est pas? Il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que quand même, les personnes qui viennent d'Ukraine ont été agressées par un régime qui est un ennemi historique quand même de l'Europe, depuis longtemps. Donc ça, c'est une première question. La deuxième dimension, c'est que oui, il y a quand même ce fait que nous sommes face à des personnes à la peau blanche qui nous ressemblent, qui nous ressemblent dans l'esprit de certains. Et donc, il est vrai que ça peut jouer un rôle extrêmement important, mais je tiens à signaler aussi que, de tout temps, la population belge a aussi montré un soutien et s'est mobilisé. Mehdi Kassou en sait quelque chose, notamment au moment de l'exil des Syriens. Mais une différence fondamentale a été le discours politique, parce qu'à l'époque, on criminalisait les personnes qui venaient en aide aux migrants et aux exilés. Aujourd'hui, il y a tout un discours qui essaye finalement de mobiliser encore plus la population belge. Et on joue sur toute une série de registres, oui, sur la proximité culturelle. Et le non-dit, c'est toujours la couleur de peau. On ne peut pas le dire, mais en fait, ça joue un rôle extrêmement important parce que, je veux dire, le racisme dans nos sociétés ne commence pas aujourd'hui. C'est quelque chose qui remonte à plusieurs siècles et qui s'est quand même immiscé dans notre culture. Et ça ne veut pas dire, bien sûr, que toutes les personnes soient racistes. Le discours n'est pas là, mais en tout cas, il existe une composante qui, finalement, c'est ça un peu la magie du racisme, c'est que tout le monde sait que la race n'existe pas. En revanche, le racisme existe. Donc c'est une construction historique qui fonctionne sur une inexistence des races, en fait, puisque nous sommes la même espèce. Des stéréotypes, alors? C'est basé sur des stéréotypes qui sont aujourd'hui exacerbés par toutes les politiques d'extrême droite ou de populisme, vous pensez? Bon, les stéréotypes sont un élément important, mais avant les stéréotypes, il y a une idéologie, des théories qui n'ont jamais disparu, en fait, et qui classent l'humanité en différents groupes qu'on appelle des races, et en plaçant toujours dans l'histoire les Blancs au sommet, et puis les autres en dessous. Et donc, ça a été renforcé par des stéréotypes qui sont toujours là dans la population. Et au-delà des stéréotypes, on voit des attitudes, des comportements différents, de la violence, des insultes, des discours racistes. Et puis, on en arrive, et c'est une autre dimension, aux discriminations qui sont directes ou indirectes. Alors aujourd'hui, on voit des discriminations qui sont quand même directes, notamment dans cette question des exilés en provenance d'Ukraine, mais
je dirais, le racisme touche beaucoup d'autres parties de la population en Belgique. Est-ce que tous les discours basés sur la peur fonctionnent aujourd'hui ? Et donc, on aurait moins peur d'un Européen ukrainien que d'autres contrées ? Oui, pour l'instant, oui. Mais n'oublions pas, par exemple, qu'en Grande-Bretagne, une des causes du soutien massif au Brexit a été quand même le discours de la droite anglaise sur les immigrés, notamment polonais, qui pourtant sont blancs et catholiques aussi. Donc, je veux dire, le contexte joue un rôle extrêmement important, mais en tout cas, nous sommes dans une période extrêmement anxiogène. On pensait aller sortir de la période Covid. Nous voici dans une période de guerre. Je pense que l'anxiété et la peur, c'est une composante qui est là. Qui aujourd'hui peut dire qu'il n'a pas peur de l'avenir ? Et donc c'est quand même un terreau sur lequel, notamment des formations politiques, vont construire ce discours du rejet. Et ça, on le voit dans différents pays, en tout cas de ce côté-ci de l'Europe, mais aussi dans l'autre côté de l'Europe. Que faire alors de ce discours, Mehdi et Marco, on ne peut pas accueillir tout le monde, il n'y a pas assez de travail pour tout le monde, c'est la crise pour tout le monde, sociale, économique, et là on ouvre les bras aux Ukrainiens. Alors quoi, on dit, bon, on leur ouvre les bras 6 mois, 1 an, le temps que ça aille mieux, et puis ils repartiront chez eux, ne vous inquiétez pas, ils ne resteront pas. Comment se fabrique ce discours-là ? C'est un peu la rhétorique actuelle des hommes et femmes politiques, on l'entend d'ailleurs beaucoup. Attention, c'est un statut temporaire, 6 mois, 1 an, ils ont très envie de retourner chez eux, ce ne sont que des femmes et des enfants, etc. Donc il y a un narratif quand même autour qui laisse penser qu'ils anticipent éventuellement déjà ces réelles questions, parce qu'aujourd'hui, au-delà de l'énergie et de la mobilisation qui va être nécessaire pour gérer le flux des personnes qui arriveront, on parle d'une organisation importante, donc il ne faut effectivement pas tirer sur l'ambulance, saluer par ailleurs effectivement aussi que ce soit fait enfin une directive qui date de 2001, qu'on active finalement en Europe. Donc tous ces dispositifs vont-ils être assumés ensuite et surtout vont-ils déclencher ou enclencher aujourd'hui une réflexion sur le long terme, la question de l'accès à l'emploi, de l'accès au logement. Ce dimanche 20 mars, il y a la manifestation nationale contre le racisme et la discrimination. Les thèmes principaux étaient l'accès au logement et l'accès à l'emploi. On y ajoute d'autres thématiques, mais ce sont les enjeux de demain pour ces populations. Et donc le politique doit a priori s'en saisir dès maintenant pour éviter effectivement d'aller dans quelques mois ou dans quelques années, dans le cadre de discours politiques ou dans le cadre de campagne, aller mettre en concurrence ces misères, ces difficultés, parce que évidemment c'est ce qui risque de se produire. Ça risque de créer des fissures importantes entre les populations. On a déjà aujourd'hui des questions. Alors des questions qui sont assez simples pour des hébergeurs qui ont hébergé depuis 4 ans, qui nous disent tiens, mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui l'État motive la population à le faire, prévoit éventuellement de les soutenir financièrement, mais la même question se pose au niveau des personnes qui ont un revenu d'intégration sociale, celles qui vivent à 3 dans une colocation, qui ont des statuts de cohabitants. Il y a des gens qui souffrent aujourd'hui économiquement et qui vivent dans une grande précarité, qui s'interrogent sur pourquoi je dois attendre depuis 10 ans sur une liste d'attente pour avoir un logement. Ces questions arrivent déjà et aujourd'hui, on a l'impression qu'on va trouver du logement pour cette population. Et ça, c'est le travail du politique. Nous sommes là aujourd'hui pour essayer de comprendre, de reconnaître la mobilisation, éventuellement même la saluer, mais surtout de ne pas perdre de vue qu'on risque de reproduire des schémas qui derrière vont provoquer des dissensions, des ruptures entre les populations, éventuellement même du repli sur soi ou du racisme exacerbé à l'égard de certains. Et puis il y a ce qu'on connaît. Je suis une 3e génération issue de l'immigration. J'ai vécu la ghettoisation de certains quartiers, l'idée de mettre certaines communautés à certains endroits, les Italiens, les Marocains, les Turcs, etc. Va-t-on aujourd'hui anticiper ces questions ? Est-ce qu'on va se retrouver à un moment donné avec des quartiers entiers ukrainiens ou va-t-on plutôt envisager des dynamiques inclusives ? L'accueil, pour moi, et c'est un des éléments, vous savez, je suis un pessimiste à court terme et un optimiste à long terme, mais un des éléments qui
qui peuvent changer la donne en termes d'accueil, d'échange, de rencontres culturelles, c'est effectivement l'accueil en famille. Pour moi, l'accueil en famille ne doit pas être la carte je me tire de ce pétrin, comme l'a fait Sami Madi, je m'en sors en demandant aux citoyens de faire mon travail. C'est pas ça. Il ne s'agit pas d'une réponse opérationnelle. L'objectif principal de l'hébergement en famille, pour nous en tout cas, pour le monde, la vision du monde qu'on veut développer, c'est celle-là. C'est qu'en fait, un inconnu, une culture différente, un étranger, découvre la Belgique par le prisme, au travers du regard d'un Belge qui l'accueille au départ. Et donc en termes d'intégration, en termes d'inclusion, en termes d'échange, en termes d'insertion socio-économique, le modèle est extraordinaire. Et on se retrouvera, je crois, beaucoup moins dans des situations où on regarde son voisin sans réellement savoir qui il est, quelle est sa culture, quelle est sa religion. Ah, ce sont des orthodoxes. Donc on peut éviter de générer ces questions. Et là, on a un terreau qui pourrait être extraordinaire. On a une quarantaine de milliers de places qui ont été proposées par des kidam. Si le gouvernement pouvait s'en saisir, mais pas au travers de l'action du secrétaire d'État à l'asile et à la migration, de vouloir trouver une solution pour mettre les gens dans un lit. Non, au travers de l'action de la ministre de l'égalité des chances ou des personnes compétentes qui doivent avoir en tête aujourd'hui qu'il y a là une opportunité aussi de favoriser une rencontre, un dialogue qui nous évitera dans 2 ans de nous retrouver avec des misères qui s'opposent ou des gens qui se seront refermés après avoir accueilli du monde. Et donc c'est là qu'est véritablement l'enjeu sur le long terme, à mon sens. Marco Martinello, une remarque. Ce modèle est viable quand on parle de migration, et vous qui étudiez ces questions depuis si longtemps, est-ce qu'il y a possibilité de vivre ensemble, de se mouvoir ensemble, de faire sens, ou est-ce qu'il y a de la place pour tout le monde en quelque sorte? Est-ce qu'il y a moyen de vivre ce modèle-là? Oui, nous vivons déjà ensemble. Si on prend une ville comme Bruxelles, il y a 180 nationalités, il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de tensions, mais il y a aussi beaucoup de changements où Bruxelles a changé, s'est enrichi au niveau culturel, au niveau social. Il reste des problèmes extrêmement important au niveau des inégalités socio-économiques, mais ce ne sont pas les exilés, les migrants qui sont la cause de ces problèmes. Ces problèmes étaient déjà là avant, et donc c'est la manière dont on va gérer cela. Donc je pense que nous n'avons pas de choix. Nos sociétés sont des sociétés diversifiées, et l'idée c'est de trouver le ciment qui va faire en sorte que toutes et tous ensemble, nous allons progresser. Et donc pour ça, je pense que la lutte contre les inégalités est quelque chose de fondamental. Et donc il ne s'agit pas ici de donner la priorité aux Ukrainiens contre les pauvres Belges. Il s'agit de lutter contre toutes les inégalités ensemble. Et donc la question se pose de savoir, est-ce qu'on peut le faire sans changer de logiciel, sans changer de système qui produit et reproduit sans cesse les inégalités. Il va falloir changer de paradigme. Moi, je suis un peu comme Mehdi, je suis pessimiste à court terme et je suis optimiste à long terme. On va être forcé d'eux. On va devoir le faire. On va devoir le faire. Nous sommes des sociétés qui sont vouées à être diversifiées, qui le sont déjà, et nous devons trouver des moyens tous les jours entre citoyens, mais aussi peut-être avoir des projets clairs au niveau politique. Or, là, le bas blesse, puisqu'aujourd'hui, on est dans une succession de gestion d'urgence, en fait, sans qu'on puisse voir le long terme. Or, c'est très important pour mobiliser toutes les composantes de notre société pour aller de l'avant ensemble. Et donc, une partie des Ukrainiens vont retourner probablement dans leur pays, mais on sait que toute migration, tout exil temporaire devient en partie permanent. Il ne faut pas non plus se nourrir d'illusions, entre guillemets, ne pas construire ces discours là-dessus. Et puis alors, il y a une donnée, c'est la migration climatique, dont on parle quand même depuis de nombreuses années. Ça ne va pas être facile non plus, j'imagine, parce que tant que l'ennemi est ciblé, on le dit, Vladimir Poutine, et les balles et la guerre, OK, on accueille. Migration climatique, voilà, c'est impossible de vivre chez vous, mais pourquoi venir vivre chez nous finalement? Sans compter que ça peut aller dans l'autre sens. Qui dit que demain, nous ne devrons pas partir ailleurs. Ne pas oublier. Et donc, la question climatique, elle n'est pas neuve, elle existe depuis longtemps. Les êtres humains se sont toujours déplacés en fonction des ressources environnementales qu'ils trouvaient. Ça va être le cas à l'avenir. Donc, tout est ouvert, mais je pense qu'il faut changer notre logiciel et ne pas se penser comme des nations fermées où ce sont des gens avec la même culture qui peuvent vivre ensemble. Non, ce sont des schémas dépassés. Le nationalisme est pourtant important dans les élections aujourd'hui dans certains pays. Pourtant, c'est une idée, à mon avis, qui
qui est du passé, en fait. Il n'y a pas de nationalisme qui peut résoudre les problèmes face auxquels nous nous trouvons aujourd'hui. Est-ce que vous pensez tous les deux que la crise qu'on vit actuellement est bien plus importante que celle de 2015 ? Mehdi, vous me disiez off record que vous ne dormez plus depuis 7 jours. Oui, mais c'est juste ça, c'est une question d'investissement et de volonté. C'est qu'il y a du boulot, mais alors il y a la proximité qui évidemment donne éventuellement aux choses une dimension plus importante. Est-ce qu'elle va être pire que la crise de 2015 ? Peut-être pour l'Europe en termes de gestion, peut-être pour les Ukrainiens si le conflit s'enlise. On a vu l'attitude russe en Syrie et le soutien apporté à Bachar. Donc ça peut être évidemment dramatique. Elle peut être pire aussi pour nos pays voisins, mais de l'autre côté de la Méditerranée. J'ai écouté il y a quelques jours un expert parlant de l'impact de cette guerre sur le marché du blé. Les premiers pays qui vont être impactés et qui ne pourront pas se fournir ailleurs, parce que l'Europe peut se fournir en France, peut se fournir aux États-Unis. Les pays du Maghreb, eux, ne le pourront pas. Et donc, ça va créer aussi une déstabilisation éventuellement de ces pays. Peut-être, il allait jusqu'à parler de nouveaux printemps arabes éventuels, mais surtout, à nouveau, une forme de déplacement. Les gens voudront éventuellement rejoindre l'Europe. Et donc, on doit s'y préparer. Et oui, il n'est pas impossible que cette crise, en tout cas à première vue, puisse changer la face de l'Europe, en tout cas venir très sérieusement changer sa morphologie. Oui, oui. Il reste 1 minute 30 environ. Marco, mot de la fin. Est-ce que vous êtes optimiste à long terme, vous m'avez dit. Est-ce que ce racisme structurel pourra être déconstruit un jour ? Ça dépend de nous. Ça dépend de nous citoyens, nous politiciens, nous acteurs des médias, nous tous ensemble. Le racisme est un fléau qui est inscrit dans notre histoire depuis la soi-disant découverte du Nouveau Monde. Je crois que le rêve de certaines personnes, je le partage. Il faut qu'on arrive tôt ou tard à une société, à un monde où la couleur de peau, la religion n'expliquent pas notre place dans la société. Et donc pour l'instant, c'est une utopie, mais on dit toujours que les utopies d'un jour peuvent devenir les réalités du lendemain. Peut-être que nous ne le verrons pas, mais je reste optimiste à long terme. 30 secondes, Mehdi. Quand en 2015, vous avez laissé tomber votre boulot bien rémunéré pour vous occuper à 100% de cette plateforme, vous ne pensiez pas que, je veux dire, il y aurait du boulot tous les XX années et que ça ne s'arrêterait pas un peu, si. C'est-à-dire que ce que j'ai vite compris, c'est que malheureusement, cette population était complètement abandonnée. Et donc, il n'y avait aucun écho, aucune réponse politique. Ou quand il y avait une réponse, elle était de l'ordre de la répression, de la violence, qui est devenue presque systémique, ou qui l'est d'ailleurs. Donc non, j'ai bien compris qu'en fait, il faudrait structurer. Aujourd'hui, on est une organisation avec 105 salariés, des milliers de bénévoles. C'est parce que je savais quelque part que cette réalité n'allait pas changer. Pour compléter ce que disait Marco, je pense définitivement que oui, le monde peut changer et que ça nous appartient. Ça appartient aussi aux politiques. Et je dois saisir le momentum, mais enfin, on voit qu'une attitude politique induit un comportement immédiatement différent de la part de l'opinion publique et des gens. Et donc, c'est la preuve, par A plus B, qu'on peut reprendre les manuels de plaidoyer des organisations humanitaires ou humanistes qui parlaient de voiture illégale, qui parlaient d'accueil digne, qui parlaient de mobiliser les ressources pour garantir aux personnes des bonnes conditions d'accueil et d'insertion socio-économique. Aujourd'hui, tout le politique l'emploie, ce lexique, et donc ça fonctionne. On voit que l'Europe est accueillante. On le savait, nous, en pratique. On sait que les Européens et les Belges en particulier sont des personnes accueillantes et solidaires. Aujourd'hui, le politique a entamé quelque chose. Il faut cette même énergie sur la lutte contre le racisme. Gardons espoir. Oui. Merci beaucoup, messieurs, en tout cas, pour votre combat et votre action sur le terrain. Bravo à vous et bon boulot. Merci à tous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous. Merci Marco, merci. Mehdi. La semaine prochaine pour un autre rendez-vous de la laïcité. À très bientôt.